Répète. Bonjour, je suis Jean de la Fayeule, Head of Data Science à GRDF. Aujourd'hui, on va parler de risques sur les chantiers. Alors, il y a eu une présentation un peu similaire, mais côté entreprise de chantier, par Eiffage un peu plus tôt. Là, on va aborder sous un angle un peu différent le problème. On a des données différentes. Côté entreprise de chantier, ils vont avoir les données relatives à leurs travailleurs, à toute l'organisation qu'ils vont avoir autour des chantiers, alors que nous, on a uniquement leurs données déclaratives, mais par contre, on connaît tout ce qu'il y a dans le sous-sol, tous nos réseaux de gaz qui passent par là et leurs caractéristiques. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout les incidents que eux peuvent causer sur notre réseau. Notamment, le cas typique, c'est le coup de pelleteuse qui vient arracher un branchement, qui coupe l'alimentation en gaz d'un certain nombre de clients. On a un peu plus de 2 millions de chantiers en France chaque année qui sont déclarés. Alors ça va de la réfection entière d'une autoroute à l'élagage d'un arbre en passant par planter un poteau, enfin changer un poteau. Mais ce que vous voyez plus souvent peut-être dans les rues à Paris ou ailleurs, c'est des remplacements de réseaux souterrains, d'eau, de télécom, d'électricité, de gaz. Donc, tout ça, on vient ouvrir des fouilles dans les trottoirs. Et selon les techniques utilisées, selon les entreprises et leur habitude à travailler avec ces techniques, on peut avoir des incidents. Et l'idée, c'est que on va venir, à partir de toutes ces données, essayer de construire un modèle prédictif pour venir prévenir au mieux les risques qu'il peut y avoir sur ces chantiers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données sur ces chantiers? Enfin, quel est un peu le processus d'alimentation en données de ces chantiers? Alors, il y a un formulaire CERFA que vous pouvez retrouver sur Internet que chacun doit remplir, particulier comme professionnel, lorsqu'il veut lancer un chantier. Ça s'appelle des déclarations d'intention de commencement de travaux, des DICT. Et on vient noter la nature des travaux qu'on va réaliser, les techniques qu'on va utiliser. Je vais utiliser de l'explosif, de la trancheuse, un brise-roche. Je vais faire de la démolition, de la construction. Donc on a énormément de données, on a une 150aine de données pour chacun des chantiers qui vont être lancés. Et GRDF et d'ailleurs tous les opérateurs de réseau qui sont concernés parce qu'ils ont des réseaux dans le sous-sol reçoivent ces informations de chantier. Et on est censé répondre, enfin on répond, on n'est pas censé d'ailleurs, avec des plans de nos réseaux souterrains et des recommandations. Vous avez du polyéthylène de 1880, attention, 1980 pardon, il n'y avait pas encore de polyéthylène avant, attention, il n'y avait pas encore de grillage réglementaire autour de ces matériaux cette année-là. Voilà, on vient donner tout un tas de recommandations en fonction de la nature de nos ouvrages dans les sous-sols. Donc ça c'est pour le gaz, mais les mêmes déclarations de commencement de travaux sont envoyées à tous les gestionnaires de réseau, à l'ELEC, à l'eau, à tous ceux qui peuvent avoir du patrimoine dans le sous-sol. Mais voilà, il peut y avoir des dommages, malgré les plans, malgré les chantiers. Bon, il n'y a pas d'image très impressionnante ici, mais voilà, typiquement, on vient avoir des pelles mécaniques qui creusent perpendiculairement à des branchements, et soit parce qu'ils n'avaient pas fait les repérages suffisants, soit parce qu'ils n'ont pas respecté les faisceaux d'incertitude autour des canalisations qui peuvent par exemple bouger légèrement dans des sols argileux. On peut avoir ces pelleteuses qui viennent arracher des branchements. Donc sur un branchement individuel, ça vient couper en gaz un client. Il y a des travaux de remise en état à faire. Sur des canalisations plus importantes, typiquement un agriculteur qui ne fait pas de déclaration de travaux et qui vient creuser tout autour de son champ et qui attrape une grosse canalisation qui passe par là, il y a des remises en état qui vont nécessiter beaucoup plus d'efforts et d'argent. Donc la question qu'on se pose, c'est comment faire pour réduire ces risques à partir de tout ce gisement, de toutes ces données déclaratives, plus de 2 millions par an, et de toute la connaissance de notre patrimoine qu'on a dans le sous-sol à l'endroit où ont lieu les chantiers.
Ce que j'ai omis de préciser, c'est qu'au moment de la déclaration des chantiers, l'intervenant vient dessiner une patatoïde sur une carte qui permet de préciser exactement là où il va travailler, ce qui nous permet d'identifier, nous, tout ce qu'on a dans le sous-sol à cet endroit-là. On a pas mal de données. Alors j'en ai déjà un peu parlé. On a toutes les données déclaratives qui sont présentes dans le CERFA obligatoire pour les déclarations de travaux. On a des données déclaratives, cette fois non structurées. Principalement, ce qui va beaucoup nous servir pour nos modèles d'IA ensuite, c'est la description des travaux. Quand on vient juste dire qu'on refait de l'enrobé, ça n'a pas du tout le même impact que quand on refait le branchement sur toute une rue, entre autres. On va avoir beaucoup de données spatiales. On vient, grâce à cette emprise dont je vous parlais des travaux, on vient capter tout le patrimoine qu'on a dans le sous-sol, quelles sont les longueurs de réseau installées, combien de canalisations on a qui passent par là, combien de branchements, quelles sont leurs années de construction, quels sont leurs matériaux, du polyéthylène, de l'acier, est-ce qu'elles sont protégées, typiquement on va avoir des canalisations qui sont protégées dans ce qu'on appelle des fourreaux, qui sont d'anciennes canalisations plus grosses par exemple. Et ces combinaisons de facteurs peuvent aussi être très importants parce que les réglementations ont changé au cours des années et typiquement un polyéthylène entre une année et la suivante ne va pas avoir le même aspect dans le sous-sol. On a également, voilà, je parle des canalisations et des branchements, on a plein d'équipements réseau dans le sous-sol qui peuvent être touchés lors d'incidents. Et on a bien sûr en face l'historique des dommages qui a été causé par les entreprises sur ces chantiers. Et l'idée, c'est que on vient capitaliser sur toute cette masse de données historiques, on met en face les dommages, heureusement il y en a peu, et on vient entraîner des modèles prédictifs. Alors désolé, la slide n'est pas très esthétique, mais j'ai fait de mon mieux. On vient entraîner un modèle prédictif pour essayer de prévenir les incidents sur les chantiers. Alors, on voit qu'il y a une partie design où on vient entraîner nos modèles qu'on pousse ensuite vers de la production. Donc on a un design node et un automation node dans le jargon Dataiku. On vient à partir de toutes les données de nature différente à la base. Donc, ce sont des flux quotidiens. On reçoit 5 à 6 000 déclarations de chantier par jour, ce qui nous fait arriver à peu près 1 million par an, parce qu'on n'est pas concerné par les 2 millions au global de déclarations de chantier, vu qu'on n'a pas du gaz partout en France. Ces 5 à 6 000 déclarations par jour, on vient les scorer en direct par nos modèles. Donc on vient séparer les données déclaratives qui vont par exemple être utilisées dans des modèles adaptés à du traitement de langage naturel avec du NLP, les données spatiales qui vont plutôt passer dans des modèles plus classiques de machine learning avec de la gestion des variables numériques et catégorielles. On vient embarquer le tout dans un métamodèle qui vient à la fin nous faire une prédiction de dommages sur les futurs chantiers. Donc, quand on reçoit typiquement une déclaration de chantier, c'est un chantier qui va démarrer dans 1 mois, dans 6 mois. Voilà, on reçoit les déclarations suffisamment à l'avance. On a donc un flux qui tourne quotidiennement de la réception des déclarations à la production de ce score de criticité. On pousse le tout en prod, ça tourne sur les données de prod tous les jours. Et ça a été quand même un déploiement assez itératif. Alors on va parler après de l'utilisation de ces scores. On a mis quelques années, les échanges avec le métier, l'adaptation, l'accompagnement du sujet ont nécessité du temps. Un score IA de criticité, qu'est-ce qu'on en fait sur un chantier, quelles sont les actions qu'on peut prendre. Voilà, typiquement, on vient faire des visites préventives. Donc, en 2020, on a eu une étude de faisabilité, des premiers résultats assez encourageants qui nous ont poussé à continuer sur cette voie. On a itéré sur les modèles d'IA par la suite, au-delà juste du POC, pour la mettre à l'échelle, traiter les données de différentes natures, typiquement toutes les données souterraines du réseau. On est venu les ajouter dans un second temps, qui apportent énormément de valeur au modèle, parce que sinon on avait juste les données déclaratives.
le stacking de modèles dont je parlais précédemment, le traitement du déséquilibre des classes. Alors heureusement, il y a extrêmement peu de dommages sur les chantiers, où on se fait arracher des dommages conséquents. Et malheureusement pour l'IA, par contre, c'est beaucoup plus dur à prédire. On peut avoir un modèle qui est bon dans 99,99% des cas, en prédisant quasiment toujours qu'il n'y aura pas de dommages. Donc il a fallu traiter le déséquilibre des classes et surtout l'intégration de la connaissance métier. Et ça, c'est un point très important entre les data scientists et les métiers, notre direction technique et industrielle, c'est d'intégrer de la connaissance au fur et à mesure de leur compréhension et de leur embarquement dans nos sujets. On dit, ah bah tiens, avec l'explicabilité des variables entre autres, ah bah, je vois que quand tel type de description de travaux revient, j'ai eu dans les variables de ton modèle qu'effectivement ça faisait monter le score de risque sur le chantier, mais du coup ça me fait penser que ce serait bien d'intégrer une autre variable qui est la combinaison de tel et tel autre, parce qu'en fait il y a une obligation réglementaire qui est apparue cette année et qui a beaucoup de sens pour le fait que ça cause un dommage ou non. Donc on a embarqué le métier qui nous a livré au fur et à mesure de son embarquement sur le sujet beaucoup de connaissances très utiles à la construction des modèles. En 2023, cette année, on est passé sur un scoring quotidien des chantiers en production, donc qui pour l'instant est plutôt exploité, qui est exploité dans des vigies, des dashboards, mais la vraie utilisation opérationnelle sera faite l'année prochaine avec l'intégration dans les applications de visite directement. Donc on a l'organisme qui s'appelle Protis, qui centralise toutes les demandes de déclaration de travaux, propose une application de chantier que GRDF va utiliser. Et on va voir l'intégration de ce score IA directement dans l'application de visite de chantier. Alors, ce qu'on dit souvent avec mon équipe pour l'utilisation des modèles d'IA, c'est qu'il faut décorréler les performances de l'IA de l'utilisation, de la valeur que ça crée en étant utilisé sur le terrain. On a un ciblage des chantiers qui est efficace avec l'IA. On arrive grâce à nos modèles prédictifs, en visitant seulement 4% des chantiers, à visiter 50% de ceux qui auront un dommage. Donc on arrive à cibler bien mieux que des visites qui étaient faites auparavant de manière opportuniste. Mais derrière, la qualité d'une visite, sa valeur n'est pas forcément évidente. On a une utilisation complexe à cause des réalités terrain. On a des travaux qui sont déclarés très longtemps à l'avance. Alors on entend les FH parler ce matin de visites sur leur propre chantier, mais eux, ils savent quand ça commence et quand ça se termine, même quand c'est en retard. Nous, on a juste la donnée déclarative d'il y a 6 mois. Et si ça a pris du retard, bah, en fait, quand on passe visiter un chantier, bah, il est juste pas lancé ou déjà fini. Là, on n'a pas de boucle de feedback aujourd'hui sur les décalages par rapport aux données déclaratives. Il y a un aspect temporel qui est difficile à intégrer sur des longs chantiers. Un chantier très court, on a beaucoup de chances de le rater. Un chantier très long, on peut aller le voir plusieurs fois. Mais aller voir plusieurs fois un même chantier, ça peut peut-être pas forcément très efficace et ça va potentiellement en plus énerver les entreprises de travaux qui vont se sentir un peu fliquées, à juste titre. Et la question qu'on se pose au final, c'est est-ce qu'une visite préventive où on se dit ce chantier a un fort risque IA, je déclenche une visite sur ce chantier, je vais faire un rappel des règles, quel est au final l'effet sur la non-survenue d'un incident. L'effet est réel, mais on a plein de cas, des aléas humains qui font qu'on n'arrive pas à éliminer tous les risques. On a des marquages au sol sur l'enrobé, on passe retirer l'enrobé pour creuser en dessous, le marquage au sol il s'en va. Donc là il faut reconsulter les plans, il faut remarquer, c'est de la terre, c'est pas forcément évident. On a plein de processus dans la gestion de chantier qui rendent compliqué l'élimination de tous les risques. J'ai fini. Je peux prendre...